les critiques, on ne part jamais très loin. C'est-à-dire les solutions, même ou bien des mouvements de changement pragmatiques. On pas en fait. On rentre facilement dans le débat et l'endormissement. Un peu comme les Européens, ils endorment souvent la télé. Ils ne sont pas concentrés en fait. Non, ils ne sont pas concentrés. Il faut vraiment être concentré. Je réponds un peu à ta question. Tu as demandé, tu as parlé de la liberté d'expression. Moi, j'ai vécu un phénomène. Ça, c'est vraiment une expérience. J'ai compris qu'il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui œuvrent pour la liberté dans tous les sens du terme, que ce soit liberté d'expression, liberté du savoir. Il y a des gens, j'ai vu, ils étaient pour la liberté. Et j'ai plus tendu vers ce camp-là parce que j'ai aussi côtoyé des gens qui avaient le savoir, mais ils gardaient les idées pour eux. Ils se disaient que non, il ne faut pas dire. Les gens comme ça, il faut les fuir parce que plus loin, c'est des gens qui vont te stigmatiser et ils vont te freiner dans ta liberté d'expression. Et des gens, quand tu veux dire des choses, ils te disent non, faut pas dire ça, non, c'est pas bien, tu vas attaquer le pouvoir en place, faut pas dire des choses comme ça. Et puis, j'étais dans ce genre de camp-là, j'avais peur. Et en m'instruisant, je me suis rendu compte qu'il y a d'autres camps où il y a des gens qui gagnent. Et ces gens m'ont fait comprendre que, mon gars, si tu vivais dans les choses où tout est caché, là, tu pensais qu'aujourd'hui, tu allais savoir autant de choses, que c'est parce qu'il y a des gens qui vivent. Il y a des gens qui partagent. Et donc, moi, j'ai quitté ce côté où il y a des gens qui veulent toujours dire que non, il ne faut pas faire ceci, c'est impossible de faire cela. Les gens comme ça, en fait, si tu regardes bien à l'échelle mondiale, c'est des derniers, en fait, frère. C'est des derniers. C'est des gros derniers. Et c'est eux, ils vont toujours cacher les choses, ils vont mystifier les choses, alors qu'il y a des gens qui ont réfléchi, ils ont créé des avions, ils ont créé des choses, ils n'ont pas caché le savoir et le monde est évolué de leur côté. Pendant ce temps, il y a des gens qui vont venir, vont te dire, il ne faut pas dire. Ces gens-là, c'est des gros, ils sont derrière, il ne faut jamais les suivre, ces gens-là. Ça, c'est vrai. Salut, Cultivateur. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Algorama. La question de la transmission. Par rapport aux vidéos que j'ai commencé à faire, j'ai un professeur de droit. Tout le monde me dit que ce que tu fais là, ça ne sert à rien, tu vois. On n'invente rien en matière de gouvernance. Tout est déjà établi et tout. Mais après, je me réjouis et j'arrive à convaincre. J'ai dit, il y a le devoir de transmission. C'est-à-dire que ce que j'ai dit, je partage, tu vois. Moi, j'ai fait les hautes études dans les grandes universités dans le monde. Je partage, en fait, ce que je sais, je partage, au moins les gens, ils connaissent. Le devoir de mémoire, le devoir de transmission, c'est très important. Par exemple, je peux avoir une information que les jeunes du Cameroun, eux, ils ne savent pas. Moi, si je me retrouve dans une plateforme où je peux dire des trucs, je le dis, je partage la connaissance. Donc, le devoir de transmission est aussi très important. Ça dit dans les livres, sur TikTok aussi, tu vois. Quand tu as une information que tu peux partager, c'est aussi important. Pour rejoindre ce que Algorama disait. Le devoir de... Salut Cultivateur. Salut Junior, ça va tranquille? Ouais, ça va bien. Ça va bien. Le devoir de transmission. Salut Crédinal du Cameroun. Salut Junior. Ouais. J'ai envoyé ma demande par hasard. J'ai cru que tu m'avais posté aussi sur ta liste des gens. Nous jamais pu faire monter aussi. Ah, est-ce que moi je vous connais même que Junior, il reste Junior, mais bon. C'est pas grave. Comment vous allez? Ça va. Ah, ok. Ah, bienvenue sur le panel. Alors, politique, tu as parlé de devoir de transmission. Est-ce que tu ne penses pas que nos grands frères qui sont en Europe là-bas, qui veulent venir investir, qui ont beaucoup de difficultés, est-ce que c'est pas aussi une façon d'empêcher le devoir de transmission? Parce qu'ils sont nombreux, hein. Je veux revenir investir justement. Je vais te raconter une anecdote si tu permets. Il y a une jeune fille camerounaise qui avait demandé à ce que la diaspora n'envoie plus l'argent en Afrique. Justement, pas toute la diaspora s'est fâchée contre elle. Comment elle peut dire ça? Elle est avec les blancs et tout ça, elle est aliénée. Justement, pas. Quand tu fais les études d'économie, elle avait raison. Parce que moi, quand j'ai l'argent, tu vois, j'envoie à mes amis, j'envoie à ma famille. Je ne pense pas qu'il va envoyer à Algorama ou bien à Junior. Hein. Je ne pense qu'à ma famille, tu vois.
Et maintenant, comment les gens de ma famille utilisent l'argent? Ils achètent peut-être les télés, les téléphones, les trucs comme ça. Et maintenant, quand tu vas dans les statistiques, l'argent que la diaspora envoie est supérieur à l'aide au développement. Tu te rends compte? Ça veut dire que l'argent que le Cameroun part souvent emprunter chez les partenaires techniques et financiers, c'est petit par rapport à l'argent que la diaspora envoie individuellement, chacun à sa famille. Ça veut dire que si on prend l'argent, on met dans un fonds commun pour l'investissement du Cameroun, on développe le Cameroun. Tu te rends compte de ça? Non, on développe le Cameroun. Donc, je ne sais pas comment la fille là s'appelait, mais elle avait raison. Moi, je ne pouvais pas parler en famille. Tout le monde criait sur elle et tout. Moi, j'étais calme. Je ne pouvais rien dire devant les tontons, les trucs. Je suis désolé pour toi, mais je suis pas trop d'accord avec toi. Bah, c'est ton avis. Moi, je me base sur ce que moi j'ai étudié. Je me base sur les statistiques. C'est ça le problème. Attendez. C'est ça le problème avec Respectez. Est-ce que tu crois que parce que tu as étudié, tu as le monopole du savoir? Non, justement, parce que tu te bases sur tes études. Non, désolé, attends, je me coupe pas la parole, s'il te plaît. Tes études sont applicables dans quel contexte? Dans les études de statistiques que tu as faites. Est-ce que vous pouvez me donner 10 secondes, s'il vous plaît, puis je vous laisse le temps de... Vas-y, vas-y. En gros, ce que je lui ai dit, c'est que l'argent que toute la diaspora envoie au Cameroun, c'est supérieur à l'aide au développement d'après les statistiques. C'est ce que j'essayais de dire. Cultivateur, tu peux me reprendre si tu veux. C'est que chaque membre de la diaspora envoie à sa famille. Si on essaie de collecter cela. Oui, il faut pas mélanger les questions existentielles, tu vois, aux questions d'économie générale. Tu comprends? Ça veut dire que quand on fait un mandat à peut-être à un membre de notre famille, j'arrive pas à comprendre comment vous dites avoir fait des grandes études, n'est-ce pas? Et prendre une question d'économie générale. Tu vois un peu, quand on parle peut-être du budget d'un pays, et de faire l'amalgame entre ce que la contribution familiale, dont la contribution diasporienne, comme on peut dire, donc qui est dans un contexte familial, parce que on met pas tous l'argent dans un même panier pour que ça fasse un chiffre. Vous comprenez un peu? Pour que ça fasse un chiffre pour dire, bon, la diaspora a envoyé tel. Vous collectionnez la question dont les financements subsistentiels des différentes familles pour dire que non. En fait, pour dire en économie que non, mais la diaspora envoie tel montant. Ce montant est envoyé comment? C'est vrai que ces montants font partie de l'économie, font tourner aussi l'économie du pays dans un certain sens. Mais quand vous... En fait, vos écoles que vous avez fait là, c'est trop dur. C'est trop dur à comprendre, gars. Quand tu dis qu'elle avait raison, je ne sais pas comment tu raisonnes qu'elle avait raison. En fait, tu dis que si j'envoie, par exemple, tu me prends l'exemple que si j'envoie l'argent à mon frère qui est malade et qui se soigne avec, ou qui ne se soigne pas avec, qui l'utilise comme il veut, j'aurais pas dû parce que l'argent là, il n'a pas bien utilisé. C'est bien ça? Non, c'est pas ça en fait. En gros, ce que je lui ai dit, c'est que l'argent qu'on envoie est conséquent, tu vois. C'est-à-dire que si on met ça dans un même panier... Mais on ne le fait pas. Si, ça c'est le si. Justement. Mais c'est pas ce qui se fait. Ben justement, l'argent qu'on envoie, c'est pour l'existant. Donc, c'est des questions existentielles du moment. Voilà, justement, c'est donc ça cause de... Bon, ça cause pas un problème en tant que tel, tu vois. Mais ça veut dire que si on était de commun accord, on mettait cet argent pour les investissements au Cameroun, ça aurait quand même été conséquent, ça aurait aidé au développement du Cameroun. Oui, mais pour ça déjà, oui, là je te comprends. Là maintenant je te comprends. Et ce qu'il faudra alors, il faudra une structure pour pouvoir gérer cet argent. Mais cet argent ne sera plus envoyé parce que c'est pour des questions existentielles, mais ça serait envoyé dans une caisse commune pour investissement.
Ouais. Voilà, mais maintenant, comment penser alors une solidarité collective? Parce que quand on Voilà, c'est là où maintenant, c'est là où le sujet est intéressant, le sujet devient intéressant. Parce que si on avait une solidarité collective et un instrument de finance, donc ça veut dire que une caisse de solidarité collective pour la diaspora, où chaque membre de la diaspora pourrait déposer ses 10 euros chaque fin du mois. Tu as raison et que l'école est bien, donc tu vois, tu commences à bien comprendre la chose. Non, je parle pas ce n'est pas la même école qu'on a fait. Moi, j'ai fait la CIL, vous avez fait la CIL, mais tu comprends quand même, on se comprend bien. On se comprend très bien. Non, mais maintenant, le cultivateur. Non, on peut se retrouver. Est-ce que c'est réalisable cela? Est-ce que c'est réalisable? Politique ou politica. On peut se retrouver dans le raisonnement. Tu vois un peu. Mais je te prends le raisonnement de la base que tu as dit, la fille, elle avait raison. La fille n'avait pas raison. Tu comprends? Parce que l'interview, même j'ai regardé, et la fille, depuis même, elle ne passe plus à la télé. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. C'était une Camerounaise d'origine. Une Française, une Camerounaise. Bon, c'est devenu les Français parce que moi, j'ai déjà mon avis tranché sur ces gens-là. Et non seulement on peut se retrouver si on discute profondément pour trouver des solutions. Là, on peut se retrouver. Mais de dire que quelqu'un qui se lève le matin, qui va dans une chaîne de télévision dire que on doit nous interdire d'envoyer de l'argent à nos familles en Afrique parce que nos familles en Afrique ne vivent que de ça et ils n'attendent que ça. Cette personne a-t-elle raison? Oui ou non? Cultivateur, donne-moi encore quelques secondes. Justement parce que ça dépend des besoins, tu vois. Toi, tu peux envoyer l'argent à ta famille, par exemple, parce que tu as une personne malade, tu vois. Moi, je peux envoyer mon argent parce que j'ai un cousin qui est fou. Chaque fois, il va faire la fête, il va dépenser, tu vois, il vit la vie de Louga. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. En quelque sorte, je pense que Alain Foucault aussi a dit la même chose. Mais il s'est fait critiquer, je ne sais pas. Mais, en fait, comment penser une solidarité collective? Quand nous on vient en Europe, justement, c'est pour bénéficier de la solidarité collective. C'est-à-dire la sécurité sociale, tout ce qui va avec. La solidarité collective a été pensée à l'échelle de l'Europe. Mais maintenant, à notre niveau, comment penser une solidarité collective où chacun va penser à sa famille, chacun va penser à sa tribu, chacun va penser à sa région. Non, déjà, une solidarité collective, n'est-ce pas? On arrête on sort du cercle familial. Voilà, mais comment on peut faire? Tu comprends? On sort du cercle familial et on adopte l'intérêt général. Tu comprends? Oui, mais c'est là où la nouvelle génération doit réfléchir. Ça veut dire que même si je mets de l'argent quelque part, même si ça ne bénéficie pas à ma famille, je pense à l'intérêt général. Tu comprends? Ma famille ne va pas forcément en bénéficier parce qu'à ma famille, j'aurai toujours les petits mains levés et les petits trucs à envoyer. Ça ne va jamais arrêter les envois contributifs de la famille. Mais la structure doit maintenant à créer d'intérêt fondamental, d'intérêt général à la contribution diasporienne pour les pays d'origine d'Afrique. Ça n'a rien à voir avec nos familles. Ça serait peut-être que s'il faut payer les frais d'hôpitaux des femmes qui sont souvent emprisonnées ou embrigadées dans les hôpitaux, on paye. On paye et tu vois un peu. Mais le problème, c'est au niveau, c'est souvent, même créer les structures, ça serait un peu difficile, mais bon, il y a des techniciens qui vont faire cela. Le problème maintenant en Afrique, c'est la gestion. À qui faire confiance, à qui confier la gestion, la transparence et l'ego. Justement. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est impossible avec les collabos qui sont actuellement? Parce qu'il y avait un sujet, on se posait des questions à savoir qui est-ce qu'on pourrait d'abord combattre en premier, les collaborateurs ou alors les colons. Mais avec nos collaborateurs, les collaborateurs qui représentent... Non, Junior, pour ce sujet-là, j'ai jamais discuté de ça avec toi ou j'ai jamais discuté
j'ai jamais eu à discuter de ce sujet sur moi en ce moment, parce que la vibe que moi j'ai trouvé en Europe, hein, parce que je suis aussi sorti comme tous les jeunes Africains. La plupart à cette période-là, on sortait tous parce qu'on idolâtrait, on se disait que l'Europe c'était le paradis. Et heureusement, je suis arrivé ici à une période d'éveil de conscience des afro-descendants, c'est des Noirs. Hein. Bah, ils peuvent bien se donner tous les noms qu'ils veulent, c'est des Africains, parce qu'ici ils sont considérés tels que Noirs africains. On le sait tous. Donc, je suis arrivé à une période où il y avait cet éveil-là et où, avec peut-être les moyens de connexion, parce que le problème chez nous en Afrique, c'est qu'on n'est pas trop connecté. Donc, on n'a pas trop les possibilités d'être connecté, de savoir ce qui se passe dans le monde. Quel est le bouleversement du monde? Tu vois un peu pas ça. Ça veut dire que parfois, si on a la télé chez nous, on regarde la télé. Certains sont encore dans cette idée que nous on était avant, hein, que non, là-bas c'est mieux. Mais moi, ce que je sais, je dis pas que le Cameroun c'est mieux, hein. Je dis pas que mais je dis que je n'ai jamais été, depuis que je suis dehors, ça va faire bientôt 10 ans, je n'ai jamais été autant heureux que je ne le suis quand je suis au Cameroun. Jamais, nulle part, un peu. Je ne dis pas que le Cameroun c'est mieux, mais c'est ce sentiment-là. Donc, en fait, c'est autre chose. Mais maintenant, ça c'est une parenthèse. Sur ta question, qui combat en premier? J'ignore. Même le développement qu'on veut, mon frère, moi j'ai fini par comprendre que si tu n'es pas libre, t'as beau bagarrer, tu vas te plier dedans, même tes enfants ne vont pas être libres. Mais, car cela ne tienne, on est nombreux, parce qu'on est nombreux. Si tu peux suivre, comme toi tu es connecté presque tout le temps, tu peux suivre. Il y a la lutte panafricaine, il y a beaucoup de personnes qui luttent. Mais le problème maintenant de notre jeunesse, c'est d'identifier la lutte que l'on veut mener. Parce que si l'on se disperse, parce que on peut pas lutter pour les politiques internes et lutter pour le panafricanisme, c'est deux choses, ça va beaucoup te bouffer le temps. Ça bouffe beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Tu vois, donc il faut identifier ton combat, le combat que tu veux mener. Et la première chose à identifier, c'est de dire, est-ce que je crois vraiment à la démocratie? Est-ce que la démocratie existe? Est-ce que la démocratie est bonne pour nous? Est-ce que la démocratie a apporté de l'évolution pour nous? Qu'est-ce que la démocratie a fait de bien pour nous? Bon, j'aimerais parler de démocratie. J'ai envie de dire que les faits plutôt Camerounais parce que je suis un bon Camerounais. Avant le système étatique que nous avons aujourd'hui, le système pour lequel beaucoup veulent se battre, la démocratie, je ne sais pas quoi, il y avait des royaumes. Et nous avions nos royaumes, nos façons de fonctionner. Il y avait le roi Akwa, il y avait le roi Ben, il y avait le royaume Bamileke. Et donc ces gens qui sont venus, il faut qu'on rejoigne les gens sur ce qu'ils étaient avant parce que leur conscience a endormi. On est tellement dans la politique étatique aujourd'hui que ça ils oublient qu'on avait un système qui fonctionnait. Il y a des colons, des loups. C'est pas tout le monde qui était loup, mais il y a des gens qui sont venus. Mais moi, tu penses que c'est encore possible de rentrer? Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que moi j'ai dit dernièrement là, que la démocratie là, ça ne nous sert à rien. La politique même ne nous sert à rien, moi je peux le dire. Mais est-ce que tu penses que c'est encore possible de revenir à ce système-là? On avait des rois et tout, on respectait. Non. Donne-moi du temps, je vais répondre à ça. D'accord. En attendant que tu réponds, je vais d'abord donner aussi un petit mot. Junior, ça serait difficile qu'on revienne à ces systèmes-là. Attends, donne-moi du temps. Parce que je crois que... Ce que je voulais dire, c'est quoi? J'ai causé avec un ami et il m'a fait comprendre que des fois, nos rois, parce qu'il y a encore des rois aujourd'hui, il y a des descendants de rois dans certaines tribus, nos rois sont marginalisés par le système étatique, c'est-à-dire, des fois, on prend le roi qui n'a rien, il n'a que des terres.
on lui donne même pas un peu d'argent, alors qu'en fait, il est roi, il a une valeur, il a des terres. Donc, on ne lui donne pas de l'argent. Le système, c'est-à-dire l'État, la démocratie, en gros, le système est là. Ça le marginalise. Alors qu'on devrait prendre ces mêmes rois-là. Parce que, rappelons-nous, ce sont les colons qui sont venus, ils ont signé les pactes germano-douana avec les rois. À quoi? Ce sont ces rois-là qui ont donné l'aval de venir rentrer sur les côtes. Donc, les rois aujourd'hui sont marginalisés, sont matés par le système parce qu'ils laissent l'État. L'État, je te le dis très sincèrement, c'est parce qu'on a embrigadé dans un certain nombre de choses que on laisse les gens faire. Mais sans rentrer un peu à l'essence au commencement, mon frère, l'État allait chauffer, l'État allait prendre feu. Hein. Ils allaient comprendre en fait que non pas le monopole. En fait, l'État, l'institution étatique aujourd'hui, c'est pas nous qui l'avons créé, c'est les colons. Et donc, quand moi je vois les gens qui se battent pour l'État comme ça, surtout nous les Noirs Camerounais, je peux dire que même en Europe, il y avait des royaumes, c'était le royaume de France. Il y avait aussi des royaumes de France. Et donc, même les gens, quand je vois des gens qui se battent, c'est que non, en fait, ils savent, ils se battent pour des trucs, je sais même pas. On va rentrer aussi sous la table, on prend des décisions, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes noirs. Les noirs comme Junior, tu sais qui tu es, d'où tu viens, de quel clan tu es, tu n'es pas n'importe qui, tu es descendant de tel clan avant, tes ancêtres faisaient ceci, les gens ils sont venus, ils ont changé le système, tu as des idées, tu les proposes, tu entres dans la table de la décision, prends des décisions, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Et je pense que ça va faire un peu trembler ceux qui sont en haut là. Moi, je pense que en réalité, nous les Africains, on ne nous apprend pas réellement qui nous sommes, tu vois. Même dans nos écoles primaires, les lycées et tout, on ne nous apprend réellement pas qui nous sommes. Junior, en fait, on peut pas. C'est ce que tu penses, mais c'est ce qui est fait. Comment toi tu penses qu'on pouvait nous apprendre qui nous sommes? C'est pour ça que je lui dis que c'est impossible. Mais moi, je sais pas sur. Moi, j'ai étudié sur Nathan. La collection Nathan. Donc, j'ai étudié sur Nathan, au primaire sur Nathan. Et je crois que les livres viennent d'ici, là. Comment tu crois que le colon va m'apprendre qui je suis? Je te coupe là, je donne raison à Algorama qui dit qu'on vit dans les pensées, les idées des autres. Oui, on vit sur les idées des autres qui ne sont pas adaptées à notre personnalité et à notre culture. Tu comprends? C'est pour ça que tu vas voir que parfois on s'engouffre dans des combats qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que mais c'est quand je serai là, quand je serai au Cameroun, je vais t'appeler, on va faire un truc que je ne sais pas encore. Ok. En fait, le Cameroun, il faut comprendre qu'est-ce que le Cameroun, parce que c'est quoi le Camerounais? Tu comprends? Parce qu'on est tellement nombreux, qui nous sommes? Tu comprends? Parce qu'on est tellement nombreux, parfois on se lève, on se dit, ouais, ah, nous, c'est comme ça, on parle de nous, de notre peuple, de notre pays, sans savoir qui nous sommes. Un peu, sans comprendre nos réalités, sans comprendre quels sont nos besoins, sans comprendre, mais on se lève parce que c'est la politique, parce que c'est la politique, elle est généralisée, et nous montre à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, dans les grandes métropoles que non, tout est généralisé, mais moi, je crois que c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a beau généraliser tout dans les grandes métropoles, là, il y a des particularités et nous sommes des peuples. Nous sommes un ensemble de peuples avec beaucoup de réalités. Donc, pour parler au nom des Camerounais, je crois qu'il faut connaître un minimum les Camerounais et connaître les besoins des Camerounais et connaître même le Cameroun. C'est quoi le Cameroun? Parce qu'il y a certains qui parlent, qui connaissent que Douala. Ils sont nés à Douala, ils ont grandi à Douala. Quand ils veulent beaucoup, quand leurs parents ont beaucoup fait, ils sont allés peut-être au village 1 ou 2 fois. Mais quand la personne te parle du Cameroun, tu crois que peut-être il connaît vraiment le Cameroun. Pour les Camerounais. Ou quand quelqu'un croit qu'il parle le francam, il dit que non, lui, les Camerounais au pays. Tu comprends un peu? Donc, je crois qu'on se trompe beaucoup et il faut qu'on fasse un travail, pas de repli identitaire, mais d'essayer de savoir qui nous sommes.
quels sont les différents peuples qui font le Cameroun. Tu comprends un peu? Pour moi, de ma part, déjà, j'ai envie d'apprendre beaucoup plus de langues des différents peuples. Ça peut commencer par là, des différents peuples qui font l'ensemble du Cameroun. Commencer par là, essayer de nous comprendre. Parce que il y a un phénomène parfois qui arrive, qui essaye de nous exciter dans les réseaux, le phénomène tribal, qui essaye de nous exciter, de faire un peu de... Tout ça, c'est parce que je crois qu'on ne se connaît pas, on n'apprend pas à se connaître assez. Ouais, ça c'est vrai. On utilise la langue qu'on a appris à l'école, le français, pour essayer de se diviser sans connaître qui nous sommes vraiment. Donc, c'est une question un peu trop complexe. En fait, quand j'essaie de comprendre, c'est comme tu as dit là, c'est dur. Tu ouvres la tête. C'est ça aussi, le vivre ensemble commence aussi à savoir que tenir compte des autres, tu vois. Même juste dans notre conversation à 4 là, c'est comme ça que ça devrait commencer. Il y a les gens comme les Cabral Luby, le professeur Maurice Kamto, qui ont pensé au fédéralisme communautaire ou au régionalisme à 10 États. C'est-à-dire que chaque État soit autonome, sujet en autonomie. Et les gens confondent beaucoup plus. Moi, j'essaye de m'époumoner à apprendre ce que c'est que le tribalisme. Je vais vous dire ce que c'est que le tribalisme. Même comme on dit que l'école n'est pas bien. Le tribalisme, c'est par exemple, tu vois un Bouddha qui se confronte à un Tchang. C'est ça qu'on appelle le tribalisme. Hein. Le tribalisme, ce n'est pas ce que on nous laisse croire que c'est les Bamlékés contre les Boulous. Ça, c'est ce qu'on appelle le régionalisme. Je ne sais pas si je suis le seul au Cameroun qui comprend ça comme ça. Ou alors, tout le monde. Le tribalisme, c'est que, par exemple, chez les Bamlékés, les Bouddhas se confrontent au Tchang. Je ne sais pas si... Dites-vous analyser, dites-moi. Tu peux pas nous faire comprendre autrement que ce qu'on comprend dans le mot tribalisme. Oui. Tu vois, laisse-nous avec notre définition. Là, au moins, on sait dans quel sujet on est. Voilà. En fait, quand c'est comme ça, on peut plutôt parler de régionalisme, tu vois. Ça veut dire que... Non, on ne l'a pas adopté comme ça. On ne l'a pas adopté comme ça. Là, c'est comme si... Non, mais attendez, je m'explique. Moi, j'ai parlé avec un grand professeur, Jean-Pierre Olivier de Sadan, si ça intéresse d'aucun d'entre vous. Et on moi, je lui ai dit... C'est les grands professeurs qui nous tiennent dans la merde jusqu'aujourd'hui. Non. La lumière, le savoir, c'est justement pour qu'on se développe. Non, c'est pas pour qu'on se développe. Attends, je m'explique. Le savoir n'a jamais été pour qu'on se développe. Le savoir que nous, on nous inculque n'a jamais été pour qu'on nous se développe. En Europe, non. Tu sais qu'en Europe, on ne coupe pas la parole aux gens. On respecte quand quelqu'un parle. Ah, mais ça, c'est déjà les trucs que moi, je bannis. Qui a dit qu'on ne coupe pas la parole aux gens? Tu crois que parce que l'Européen a dit qu'on ne coupe pas la parole aux gens que je dois respecter ça? Non, le problème c'est que tu te laisses aller au bout. En fait, ça montre que tu es poli, ça montre que tu es respectueux. Et pourquoi je devrais être poli? Là, on va rentrer. Tu m'as dit tout à l'heure que tu fais les thèses, les antithèses. Pourquoi je devrais être poli? Parce qu'on fait connaissance, toi et moi, on peut se retrouver un jour, prendre... Mais peut-on faire connaissance sans politesse? Ben justement, c'est ça la politesse. T'as dit tu respectes quand j'ai le temps de parole. Mais qui a dit que quand tu as le temps de parole, je dois te respecter? Bon, politique, tu peux... Ok, c'est comme tu veux, cultivateur. Ça, c'est... Tu es mon grand frère, je respecte. Bon, non, mais... Parce que quand tu me prends... Après, tu peux me dire que tu peux souffrir de m'écouter, mais ne parle pas de politesse. Parce que quand tu me dis, mais tu es en Europe, non, on dit que quand tu es en Europe, tu dois être poli. Mais c'est quoi ça? Hé, chacal, écoute-moi un peu ce que toi-même tu viens de me dire là. Tu me sors une dinguerie pareille. Donc ça veut dire que, comme l'Européen a dit que non, quand je y parle, je dois me taire. C'est la même rhétorique que toi, tu me ramènes. Que non, quand tu parles, il faut que je me taise. Parce qu'on a dit que quand quelqu'un parle, tu te tais, et ça, c'est être poli. Ça, c'est les idées des autres. Ça veut dire que, comme on a dit que si tu me gifles ici, là, je tends l'autre jour, tu me gifles encore l'autre jour. Et je dois accepter ça. Non, en gros, c'est pour s'écouter.
Oui, là maintenant, je vais t'expliquer. C'est plus calme, tu vois. Oui, politique. Tu dois donc utiliser les termes adaptés. Est-ce que tu peux souffrir de m'écouter? Je ferme ma bouche et je t'écoute. Mais quand tu utilises le terme, mais tu es... Gombe, est-ce que je mens? Bon, on va continuer le débat. Vas-y. Non, même politique à toi en tant que Camerounais. Des Camerounais et tout. Politique en tant que Camerounais. Non, ne rejetez pas votre identité. Parce que politique à tant que... J'étais sur le point d'expliquer quelque chose. On est là pour édifier aussi les gens. Oui, tu vas expliquer. Mais maintenant, moi, je vais oublier ce que je suis en train de dire. Ok, politique, vas-y. On va essayer d'aller... J'expliquais justement que les gens confondent les thèmes en parlant de tribalisme et tout. Le tribalisme, c'est au sein d'une tribu. Tu vois, il y a des Bamileke, les Bouddhas qui se confrontent au Tchang. Ça s'appelle aussi le tribalisme. Tu vois un peu ce que je vais dire. Dans le tribalisme, il y a tribu, non? Il y a tribu. Voilà, il y a tribu, donc différentes tribus. Et maintenant, quand c'est au sein d'une même tribu, on peut parler de clanisme. Mais maintenant, quand ça a l'échelle nationale, on parle de régionalisme. C'est-à-dire quand tu entends souvent que ouais, les Bouddhas, les Boulous et les Bamileke, là c'est le régionalisme. C'est ce que j'essayais de dire en fait. Mais beaucoup de personnes ne parlent pas comme ça. Tu vas voir même les gens qui sont érudits, ils arrivent à commettre quand même, je vais dire, cette faute-là, même dans le langage. Donc en réalité, il n'y a pas réellement de problème de tribalisme, mais de régionalisme. C'est pour ça que les gens comme les Cabral Libye, les professeurs Maurice Kamto, tu vois, qui ont une certaine élévation intellectuelle, proposent qu'il y ait le régionalisme ou alors le fédéralisme, c'est-à-dire une autonomie de chaque région. Tu sais, vous savez, ils ont ce qu'ils appellent la 4e République. Ça veut dire... Ça, c'est politiquement parlant. Là, nous, quand on a parlé quand j'ai parlé du tribalisme, je parle des questions sociétales. Là, tu me parles de régionalisme politique. C'est bien ça? Oui, bon, des questions sociétales. En gros, comme tu disais, par rapport à l'Occident, c'est pas vraiment le paradis, tu vois. Mais ce qui fait fonctionner la société, c'est vraiment le fait que tout le monde cotise. Même si tu ne cotises pas, tu es prélevé. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de magique. C'est pas quelque chose de magique, c'est juste une organisation sociale. C'est ça qui fait en sorte que la société marche. Et si on arrive à l'implémenter au Cameroun, ça peut fonctionner. Mais nous, on a un problème de valeur. La question des valeurs. Justement, on parle beaucoup du changement. C'est vraiment, j'aime pas trop le mot. J'aime pas trop le mot changement parce que c'est un peu illusoire, c'est un peu utopique. Quand on parle du développement, c'est la question des valeurs, surtout dans les pays en développement. Comment et les valeurs passent par ce que tu disais justement, cultivateur, l'éducation. Il y a un gros travail d'éducation qu'il faut faire au Cameroun et en Afrique en partie, notamment. Un gros travail d'éducation. Si je vous dis qu'on n'est pas assez éduqué, Junior Gombe connaît ma phrase. Au Cameroun, il y a beaucoup de diplômés et peu d'intellectuels. Tu sais, je dis toujours ça, non? Ouais. Parce que être intellectuel, toi, tu peux te considérer comme un intellectuel parce que tu t'appropries, tu veux t'approprier, tu t'intéresses à la question du développement, à la question de la politique. Au Cameroun, on a beaucoup de diplômés, beaucoup de gens ont des diplômes et tout, mais ce ne sont pas des intellectuels. Junior, tu as parlé de... Vous avez essayé d'effleurer un sujet important tout à l'heure. Je ne sais pas si ça, on a oublié la question de l'investissement de la diaspora en Afrique. Est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que c'est déjà d'abord possible? Je voudrais bien qu'on en parle de ce sujet parce que c'est très intéressant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous voyez tous les gens de la diaspora envoyer leur argent, bon, supposons dans une banque commune, pour gérer les problèmes, peut-être pour un développement, pour réaliser des projets
à échelle générale. Moi, je pense que c'est possible parce que si les gens ils commencent à construire des fusées et on se pose des questions à notre niveau de développement, si ce genre de choses est possible, c'est qu'on vit quelque part. Moi, je vais loin dans le délire, hein, lors de la guerre froide, parce que la véritable guerre, souvent, c'est la guerre des idées, la guerre la plus vraiment maniaque, c'est la guerre des idées. Un dit que moi, je vais sur la Lune, l'autre dit que non, moi, je vais faire ceci, l'autre dit que non. Il y a un livre que je lisais récemment, il y a un penseur, avant, je me disais le livre, je me disais que c'est la fantaisie, quoi. Je me suis dit, il faut aller sur Mars, il faut donner la vie sur Mars, il faut mettre la vie sur Mars. À quel point les gens, ils réfléchissent pas. Et donc, nous, quand on dit qu'il faut rassembler juste les gens pour de l'argent, on se dit que c'est des débats. Il faut lire, il faut parler avec les gens. Il y a des fous sur Terre, ils créent des choses. Ils créent vraiment des choses. Ils sont loin dans leur délire. C'est des gens comme ça qui du monde. Il faut avancer le monde. Et nous, on se pose des questions basiques, si possible. Moi, je pense que c'est possible, en fait. Il faut juste se donner les moyens. Et j'ai aussi une question pour Junior. Moi, je veux savoir, c'est quoi ta vision pour le développement du Cameroun? Selon toi, tu as quelle vision, en fait? Selon toi, qu'est-ce qu'il faut changer? C'est la énième fois que moi me pose cette question. Arrêtez, moi, j'aime beaucoup cette question. Je vais te répondre de la manière la plus simple possible, tu vois. Ouais. Le Cameroun aujourd'hui, moi, ça me donne de la peine. Quand tu marches, tu vois des jeunes qui ont encore de l'énergie. Ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont diriger leur énergie. Alors, moi, ma vision, c'est quoi? Si aujourd'hui je fais tout ceci, c'est pour que on se retrouve à un Cameroun où le plus démuni, c'est la même chose qu'il avait répondu avec ma posé cette question, le plus démuni, c'est-à-dire qu'il y a même au fond du Cameroun, peut-être, il puisse au moins manger à sa faim. Pour moi, c'est d'abord ça le début même du développement. Il puisse au moins manger à sa faim. Parce que si les gens ont faim, les gens vivent de manière comme on voit un peu de partout là. Pour moi, ça me fait mal en fait. Quand tu sors dehors, tu vois comment les gars souffrent, une maman qui vend le bâton, tu te demandes, mais à un moment donné, elle économise combien, elle gagne combien. Tu vois, c'est ça qui me pousse là. C'est pour ça que moi je combats, c'est si ensemble, on peut trouver quelqu'un de, comme l'autre a dit là, quelqu'un de vrai, d'honnête, qui va prendre un peu les commandes de ce pays et redonner un peu un sens à notre pays qu'on appelle le Cameroun. Tu vois, ça c'est ma vision d'abord. Donc c'est pour ça que moi je fais tout ceci. Et tu penses, mais je me pose la question, je pose sincèrement, comment toi c'est possible de pouvoir trouver des moyens qui vont faire en sorte que chacun puisse vivre à sa faim? Tu penses que c'est possible ou pas? Mais non, écoute, le budget, je pense en 2020, j'avais fait cette recherche, le budget en 2025 du Cameroun c'était à plus de 6500 milliards, si je ne me trompe pas. Donc, on a assez les moyens. Le problème c'est que on nous a menti, on nous a tellement menti que le Cameroun est pauvre, le Cameroun n'est pas pauvre, surtout même si le Cameroun n'est pas pauvre, on a tout pour vivre normalement. Le Cameroun a assez d'argent pour que les Camerounais vivent bien. Les Camerounais vivent bien autant pour moi. Mais le problème, c'est ça, le collaborateur, celui qui gère avec le colon. Parce qu'on ne peut pas aussi dire que c'est le colon, c'est vrai, c'est eux qui nous donnent la monnaie, c'est le colon qui nous dit les détourner et tout. C'est ça le problème. Le véritable problème, c'est ceux qui prennent les décisions phares pour notre pays. Ce sont ceux qui sont assis au poste de décideurs. Justement. Et le plus dur dans ce monde, je disais ça à un ami hier quand on causait, le plus dur, c'est de se mettre à la place des autres. Tu vois un peu. Si à un seul instant, ceux qui nous dirigent, prenez un peu, même si c'est 1 minute de leur temps, et se mettre un peu à la place du bas peuple, et se demander, et si c'était moi, je pense qu'on devait résoudre peut-être même 75% de nos problèmes. Apprenons à nous mettre à la place des autres. C'est ça le plus difficile. Ils ne se mettent pas à la place des autres. Et si c'était eux qu'on faisait ça, comment est-ce qu'ils allaient réagir? Un matin, tu te lèves, tu entends que le ministre a brûlé de l'argent dans sa maison. Et si c'était lui, un citoyen lambda, et tu ne sais même pas ce que tu vas manger, mais tu entends qu'on a un ministre comme ça brûlé de l'argent dans sa maison, comment est-ce que tu allais réagir? Je pense qu'on devait éviter certaines choses. Donc c'est pour ça que je demande d'aller. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur le long terme, c'est des choses qui c'est possible, en fait, c'est réalisable. Ouais, c'est réalisable. C'est réalisable que chaque Camerounais ait quand même de quoi manger sur sa table. Il ne se pose pas les questions que mais je vais manger quoi. Mes enfants vont aller à l'école, ils vont rentrer manger quoi. C'est réalisable. C'est faisable si on a des bonnes ouais.
Ouais, excusez-moi. Dernièrement, j'ai fait une vidéo. Je parlais de la. Vas-y, excuse-moi. Ok, Algorama fini. Oui. J'allais dans le sens de Junior, je disais que, et c'est vrai que c'est réalisable, surtout qu'il y a des gens qui réalisent des choses folles ici, là, en fait. Oui, vas-y, je t'écoute politique. Ok, dernièrement, j'ai fait une vidéo, je parlais de la dette publique du Cameroun, qui est estimée à 13 000 milliards. Et donc, pour réduire la dette publique, excusez-moi, je fais une digression, mais je vais revenir dans le sujet principal. Pour réduire la dette publique, j'ai proposé que, voilà, il faudrait réduire les dépenses de l'État, réduire les dépenses des collectivités et promouvoir, en fait, la planification stratégique dans différents secteurs. J'ai vu quelques temps, on a commencé à réduire le salaire des infirmiers au Cameroun. Je ne sais pas si c'est suite à ma vidéo et tout. Mais ce que je vais vous dire, c'est que le Cameroun, c'est un très, très grand pays. On peut vivre mieux. Mais il y a une forme de gabégie à tous les niveaux. Je vais vous dire quelque chose. Ce que vous appelez l'Europe, moi, je peux vous montrer un pays d'Afrique noire qui a les mêmes potentialités, les mêmes indicateurs économiques et qui est développé. C'est-à-dire que tu pars là-bas, c'est comme si tu vivais en France, aux États-Unis. C'est le Botswana. C'est-à-dire qu'on fait court, on projette les pays développés dans le monde. On te montre Paris, on te montre les États-Unis, on te montre le Botswana. On te dit que oui, ça c'est un pays développé. Parce que ça remplit toutes les conditions, tous les indicateurs, tous les agrégats économiques pour être considéré comme un pays développé. Et là, je ne raconte pas du n'importe quoi. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui me prennent pour, je sais pas trop. Mais en termes ouais. Donc, en termes de pays développés, il y a des pays en Afrique qui sont des exemples qu'on peut prendre et dont on peut s'inspirer. Je crois qu'il y a aussi l'Angola, non? L'Angola, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a aussi l'Angola. Oui, certainement. Donc, en réalité, je suis tout à fait d'accord avec toi, Junior, quand tu dis que oui, on a les potentialités, on a le potentiel pour se développer, en fait. Mais pas avec le franc CFA. Même avec le franc CFA, bon. Non. Même avec le franc CFA, mais c'est d'abord un choix politique. C'est avec le franc CFA, on ne peut pas atteindre ce qu'on veut, mais on peut quand même faire quelque chose de... Voilà, parce que les questions de gouvernance et tout, c'est d'abord des choix politiques. En fait, non, il y a des choix politiques. Écoutez, je suis d'accord avec toi, politique, sur certains points. Mais sur le point, la question monétaire, on ne peut pas se développer avec le franc CFA. Il y a de cela, je ne sais pas, il y a de cela quelques jours, parce que, en fait, nous, le bas peuple, je crois qu'on ne comprend pas encore très bien ce qui se passe. Ça veut dire qu'il y a le président, je crois que c'est le président guinéen, de la Guinée équatoriale, parce qu'ils sont aussi maintenant dans le système CFA, non? La Guinée équatoriale, qui a fait une sortie, qui a fait une... maintenant, comme c'est la tendance des interviews, qui a fait une sortie qui a expliqué, tu vois, que quand son pays, ça veut dire que quand nos pays achètent quelque chose, par exemple, achètent des machines pour créer des industries, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas parce que l'argent est bloqué. En fait, le franc CFA n'est reconnu nulle part. C'est pas une monnaie. Le franc CFA, c'est pas une monnaie. C'est pas une monnaie qui peut nous permettre d'avoir... Ce qu'il nous faut, c'est industrialiser nos pays. Industrialiser nos pays, ça veut dire pouvoir transformer nos matières premières. Déjà, si on parle que des matières premières sur place et pouvoir les vendre maintenant dans le monde. Et comment on fait pour acheter, par exemple, le frère a parlé, Algorama a parlé tout à l'heure de fabriquer les fusées. Il nous faut quand même des matériaux, peut-être des, je sais pas, des trucs qui sont fabriqués ailleurs. On les achète avec quelle devise? Je pense que la question du franc CFA est plus complexe que ça. Le problème, c'est pas réellement le franc CFA. Je disais tout à l'heure qu'il faut valoriser sa monnaie. C'est ça le véritable problème. Prendre le contrôle de sa monnaie. Parce que
on va dire que le franc CFA face aux colons. Mais au Congo, c'est ce que Mobutu avait créé le Zaïre. Après l'ancien président, le président qui est sorti récemment, là, Kabila, son père, le père du président Kabila qui est sorti récemment, est venu là ramener le franc en fait. Mais Mobutu, il avait institué le Zaïre, mais le Zaïre n'a pas fonctionné. Donc le problème, c'est pas vraiment si on change de monnaie ou pas. Est-ce qu'on a les moyens de pouvoir... En fait, c'est un combat même, en fait. C'est un combat. Je parlais tout à l'heure de la guerre. Il a valeur à la monnaie, oui, ça c'est... Donner de la valeur. Quand je dis, j'ai fait des cours d'économie, mais je dis tout ça, c'est du faux. La monnaie même, en fait, c'est du papier. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. C'est nous qui donnons la valeur à la monnaie. Agouama, déjà moi je pense que cette histoire même de monnaie et tout là, parce que si on revient un peu dans quelques années, des années en arrière, pour nos grands-parents là, on va comprendre que c'est pas africain en fait. Cette histoire de monnaie, c'est pas africain parce que avant, c'est vrai, on n'était pas là, mais c'était beaucoup plus des échanges. Tu vois, c'était pas vraiment monnaie. Ce qui veut dire que, selon moi, l'Afrique en général est trempée dans les idées des autres. Et moi, je pense que... La monnaie est très importante. La monnaie est la clé du développement. La monnaie. Et la monnaie actuelle, c'est dans le monde actuel, c'est la clé du développement. Ça veut dire que j'ai pas fait des études d'économie junior. J'ai jamais pris un seul cours d'économie. Mais ce que je sais, ce que je vois, c'est que si tu n'as pas une monnaie indépendante de tout, tu peux rien acheter sur le marché mondial. Et pour qu'on se développe, nous, on a besoin d'acheter sur le marché mondial. Donc la monnaie, c'est primordial. Donc c'est une question vous me faites le français. C'est une question existentielle pour tous les pays africains. Je vais te dire maintenant pourquoi le Burkina Faso, le Mali, substantiel. Ouais, substantiel ou existentiel. Pourquoi le Mali et le Burkina Faso maintenant arrivent à réaliser les choses que leur État ne réalisaient pas pendant que les politiciens qui étaient là avant, les politiciens bourrés là, ils n'achètent pas en francs CFA. Ils achètent avec leurs matières premières. Ça veut dire de l'or, ça veut dire les pays qui les vendent achètent qu'ils achètent directement avec leur or et avec peut-être les matériaux, les matières premières dont ils ont besoin, le bauxite, l'uranium, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que si ça serait en France CFA, le Burkina ne serait pas approvisionné en armes parce qu'ils ont essayé même d'acheter en Turquie. Et les autres, comme ils ont des composants dans les armes là, ou les caméras et autres, ils ont bloqué, ils ont fermé. Ou bien la France bloquerait tout. Dis-moi alors comment tu vas peut-être combattre le terrorisme, déjà même combattre le terrorisme sans armes, si on ne te permet pas d'acheter les armes, parce que vous n'avez pas de devises. Justement, si tu permets, cultivateur. Bon, politique. Désolé, on va essayer de recevoir Stéphane. Bon, peut-être je ne me suis pas fait, peut-être j'ai mal exprimé ma pensée. Mais on va d'abord essayer de recevoir Stéphane et c'est magie, c'est ça. Pour qu'il ait encore cela le devoir, c'est possible. Salut Stéphane. Salut Junior. Ouais, je souhaite que vous allez bien. Ouais, moi je vais bien. J'espère que vous aussi vous allez bien. C'est vraiment un plaisir d'intégrer justement votre live. Et voilà, je suis très intéressé par la tendance que tu amènes sur les réseaux sociaux avec ce message de conscientisation, les questionnements et tout ça. Donc, j'intègre le live aussi parce que voilà, je partage plus ou moins une grande partie de ce que tu dis, une grande partie de l'énergie que tu as, Junior. Et voilà, j'intègre le débat parce que j'estime que nous, les jeunes, on doit vraiment prendre la parole et on doit dire ce qu'on pense, on doit se conscientiser. Et donc, c'est pour ça que je prends la parole sur le thème du débat, que peut-être je ne maîtrise pas encore, mais j'essaierai de réagir sur ce que les gens diront en fonction de comment ira le débat, quoi. Ok. Merci beaucoup, Stéphane. On va avancer. Salut, Magie, comment tu vas? Oui, bonsoir tout le monde.
Déjà, merci de me donner la parole. Bref, c'est depuis que TikTok existe, depuis que TikTok a commencé, personnellement, je vais vous dire la vérité, c'est la première fois que j'entre dans un débat. Parce que, bon, quand je vois que ce sont des jeunes, ouais, beaucoup ont moins de 35 ans, 30 ans peut-être aussi. Et ça me fait vraiment plaisir que, bon, malgré tout, il y a encore des jeunes vraiment, pas des moi, monsieur jeune, il y a encore des jeunes comme moi peut-être, bon, des jeunes comme nous, qui continuent à garder espoir que demain sera meilleur, quoi. J'ai suivi, depuis que je vous suis, je vais revenir sur certaines choses que vous avez déjà eu à discuter concernant la contribution de la diaspora au développement, la question qui a été posée, et aussi revenir sur la question de la monnaie, si la monnaie est vraiment liée, si le rôle de la monnaie pour le développement d'une nation. Et aussi de savoir même ce que les jeunes même d'abord peuvent apporter leur contribution au développement du Cameroun en fait. Je veux d'abord vous exprimer que dans les années 60, le Cameroun avait les mêmes indices de développement que l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Allemand mangeait le riz en Allemagne, le Camerounais mangeait aussi le même riz. C'est pour ça que quand vous prenez peut-être les photos, quand vous essayez de regarder nos clichés du Cameroun dans les années 60, vous allez voir que l'allure qu'elle avait, c'était la même allure qui était aussi représentée dans les grandes nations comme l'Allemagne. Bon, notre pays s'est détruit au fil des années à cause d'abord, on va parler de la malgouvernance, de la mauvaise gestion, et aussi la corruption. Voilà, ça c'est le premier grand fléau. Les choses se sont encore dégradées davantage quand les jeunes eux-mêmes ont commencé à s'intéresser à l'affaire politique en fait. Si vous prenez dans les années de 2000 en 2011, pendant cette période, vous allez constater que les jeunes, jusqu'en 2015, les jeunes étaient vraiment, ne s'intéressaient pas à l'affaire publique, quoi. C'est récemment qu'il y a eu qu'avec tout ce qui s'est passé, les consciences ont commencé un peu à changer, en fait. Maintenant, dans le développement du Cameroun, qu'est-ce que nous les jeunes, parce que bon, on dit souvent l'État, c'est qui? L'État, c'est nous. Ça veut dire que l'État, c'est toi, l'État, c'est moi, l'État, c'est mon grand-père, l'État. Donc, ça veut dire que nous tous d'abord, on a d'abord une certaine responsabilité d'abord en ce qui concerne d'abord le développement au Cameroun. Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Moi, je suis de la diaspora. J'étais venu au Cameroun, j'ai essayé je suis venu avec l'intention de mettre vraiment un projet qui pouvait peut-être même s'en créer par des millions d'emplois. Ça pouvait quand même créer quelques. Mais pendant mon court séjour, j'ai compris qu'on avait encore beaucoup à faire parce que non seulement je peux prendre des gens pour travailler avec eux et les premières motivations c'est l'argent. Oui, c'est vrai, mais quand il y a même l'argent, il faut d'abord apporter le rendement qu'on attend de toi. Ouais, un peu. Mais si vous placez devant un jeune, tu peux parler avec lui, il n'écoute même pas tout ce qu'il dit, mais quand on va aller commencer à parler, à faire argent, c'est là où ça les sous va se réveiller. Il y a d'abord d'affaire de 1. Et maintenant, nous aussi, on doit aussi souvent penser que nous-mêmes, la jeunesse, c'est nous qui devons faire avancer notre pays. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on s'organise? Est-ce qu'il y a, si on vient maintenant comme au Cameroun, on demande que, est-ce qu'il y a vraiment une structure jeune vraiment, qui milite jour et nuit, qui travaille jour et nuit pour le développement du Cameroun? Donc, ça veut dire en implémentant peut-être des projets à faire ici.
tu vois dans toute l'Europe, comme par exemple de la Chine, on vous dit qu'on livrait, il y a de cela 50 ans, 60 ans, la Chine c'était une nation c'était une nation pays pauvre, on peut dire ça comme ça, c'est un pays pauvre. Mais ce sont des jeunes qui se sont mis au service du développement, qui ont créé, on prend peut-être le cas du Cameroun, quelle est notre plus-value, où se trouve notre potentiel? Si notre potentiel se trouve dans l'agriculture, alors concentrons-nous sur l'agriculture. Si notre potentiel se trouve dans ce domaine, investissons dans ce domaine, travaillons dans ce domaine, même si le politique a toujours sa part de responsabilité, parce que si on n'a pas de bonne politique sociétale, tout cela ne pourra pas éclore. Comment on peut aussi avoir de bonnes politiques sociétales si on n'a pas de gens qui comprennent, s'il n'y a pas de gens qui sont prêts à passer? Il faut travailler, le travail venir, les grands. Il y a beaucoup à faire comme moi. Il y a beaucoup à faire. Maintenant, s'il n'y a pas de gens qui sont prêts à entrer dans cette dynamique-là, ça ne va jamais donner. Il y a d'abord, comment ils sont se tuer de nous, on dit que bon, comment ils sont la génération des sacrifiés, vous là, les 50 prochaines années, comme pas des plans de Mao Tse-tung, celui qui a crassé la Chine sur 100 ans, 50 ans là. Donc c'est tout un feuille de route qui sont en train de se jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que la Chine a compris comme accomplissement, ça a été crassé il y a de cela 80 ans, 90 ans. Donc ils sont juste sur un plan de route qui respectent. Donc c'est d'abord nous-mêmes les jeunes pour conscientiser que notre responsabilité, c'est on doit se mettre au travail, on doit s'organiser, on doit réfléchir, parce que il y a aussi qui disait souvent que les politiques n'ont pas peur, les politiciens n'ont pas peur d'un peuple qui a faim, mais ils ont peur d'un peuple qui réfléchit. Ça veut dire une fois qu'il y a les idées sur place, ça c'est tout un mouvement. J'espère que vous comprenez, je vais parler de profondeur. Maintenant sur la monnaie. Il y a mon frère qui disait que lui, la monnaie nous empêche de se développer. Moi, personnellement, je ne suis pas de cet avis. Parce que même si on dit que nos 50% de 50, comment on dit ça, nous, si peut-être un Cameroun doit avoir 100 francs, il va avoir 50 francs, parce que 50 francs et stocké dans une banque où je ne sais en France, même avec les 50 francs qui nous restent là, on peut s'organiser. Tout fonctionne dans l'ordre. Tout est toujours les politiques sociétales. C'est ça qui tue un peu notre gouvernement, parce que je ne sais pas si c'est exprès qu'ils le font. Il y a un manque total d'innovation. On voit comment à l'extérieur ça fonctionne, et ces mêmes particularités qui fonctionnent à l'extérieur, on peut bien les appliquer au Cameroun. Et aussi, ce qui freine encore le développement de notre pays, c'est l'insécurité. Parce que moi, je vais vous dire un truc, je posais au début, j'avais rencontré un étranger, personne non occidental, on appelle un occidental, là. Il voulait placer, il était prêt à venir placer, c'est pas trop, un centre médical vraiment au pays avec tous les moyens nécessaires. Je ne les avais pas venus, il a réussi à les convaincre. Mais quand on tape le Cameroun sur Google, faites un peu ça avec vos téléphones là. Tapez un peu le Cameroun un peu sur Google, vous allez voir les informations qui vous sortent. C'est noir. Ça n'encourage pas. Je vous dis la vérité, on va rire. Ça veut dire d'abord que même, c'est pas que le blanc, lui, pour prendre l'information, il fait confiance à Internet. Il fait confiance, il tape sur Internet, il essaie de lire, voir les photos. Tu vas pas lui prouver le concret de ce qu'il voit là, tu vas pas lui dire que ce qu'il voit là c'est rouge alors que tu lui dis que c'est blanc alors que nous tous on voit que c'est rouge. Donc c'est d'abord ça, même sur Internet, l'image d'abord, notre image est d'abord empiétée d'abord. C'est ça qui freine, c'est ça qui veut vous dire. C'est ça qui freine énormément. Parce que quand un investisseur va taper, il ne va pas venir au Cameroun pour voir, il va taper sur Internet, il va prendre les informations dans son bureau, il va passer à autre chose. Donc c'est d'abord ça, redynamiser la jeunesse. On a un gros potentiel, mais faire preuve d'innovation.
et travailler, et si le gouvernement pourrait aussi vraiment travailler avec la diaspora, parce qu'il y a une diaspora dynamique, une diaspora qui travaille, beaucoup il y a nos frères camerounais, vraiment, il y a beaucoup de frères camerounais qui sont qui excellent dans leur domaine. Mais si c'est qu'on ne prend pas contact, on ne soigne pas cette image d'abord au niveau international comme dans notre pays, je vous assure, on pourra bavarder au Cameroun là-bas, rien ne va changer. Donc, il faudra soigner l'image à l'international. Ça veut dire, tout ce que sur Internet, on a tapé un peu, insécurité, montée, descendue, il y a eu ça, rien que, qui n'encourage pas. Donc, Internet ne vous appartient pas. Alors, Magé, désolé de t'interrompre. Alors, on va être réaliste, ok? On va un peu essayer d'être réaliste. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps, on vient sur les panels, on bavarde, on fait tout, on dit, tout, c'est déjà bien. Magé a parlé de quelque chose, les politiciens n'ont pas peur d'un peuple qui a faim, mais plutôt d'un peuple qui commence à réfléchir. Est-ce que selon vous, vraiment, les Camerounais commencent à réfléchir? Bon, moi, je dirais oui. Mais j'aimerais poser une question, les gars. Voilà les élections 2025 qui arrivent. Nous tous ici, je suis sûr, on a besoin d'un changement quelconque. Selon vous, est-ce que les Camerounais sont-ils vraiment prêts pour le changement qu'on veut là? Est-ce que nous sommes réellement prêts quand on voit l'atmosphère et tout autour? Moi, avec ça, c'est un peu réaliste. Pour mon avis, moi je vais... Belle question, Junior. Moi, je pense que... Non, ok. Mon frère, pendant 2 minutes. Je donne juste mon point de vue après. 2 minutes, s'il te plaît. Ta question est bonne. Elle a sa place. Mais personnellement, moi je suis franc. Hein. Personnellement, quand je regarde, les Camerounais ne sont pas prêts. Pourquoi? Si quand je dis les Camerounais ne sont pas prêts, ça veut dire que la majorité, ils veulent, mais ils ne sont pas prêts. Parce qu'il y a une différence entre être prêt et vouloir. Vous voyez un peu. Donc, être prêt, ça veut dire que je vais pas faire des discours révoltants. Je vais un peu prendre les exemples avec le printemps arabe qu'on a connu. Vous voyez un peu. C'est ça qu'on dit être prêt. Vous voyez un peu, non? Et aussi, des fois, je suis sur Facebook, je vois soit les comédiens qui font des choses. Il y a eux là qui marchent beaucoup. Et puis, ils marchent en outil déjà. Et puis, sort le porte-monnaie. Quand tu vois la façon que les gens réagissent, imagine un peu ça vraiment que c'est sérieux. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que on veut, mais on n'est pas prêt. On dit sur beaucoup de Camerounais disent seulement que ça va se faire par, comment nous tous croyons en Dieu, ça va se faire par la volonté de Dieu. On veut, mais on n'est pas prêt. Ça, c'est mon point de vue. Donc, vous allez voir, moi, je vois vous pas vous mentir. Les élections, n'attendons pas grand-chose. N'attendons pas grand-chose. On veut, mais on n'est pas prêt. On veut, mais on ne sommes pas encore. Si vous me permettez, j'aimerais prendre la parole un peu à la suite de Magie Magique. Ok, vas-y. Alors, selon Magie, on n'est pas prêt. On veut, mais on n'est pas prêt. C'est normal. Un peuple qui souffre a toujours besoin du changement. Mais est-ce qu'ils sont prêts alors pour le changement? Alors, donc, selon lui, vraiment, nous, les Camerounais, ne sommes pas en couple. Alors, salut, vas-y, Stéphane. Ok, merci beaucoup. Je vais structurer un peu mon argumentaire en 3 points. Je vais un peu réagir sur la thématique dont il parlait, le développement du Cameroun, dont il parlait tout à l'heure. Ensuite, je vais réagir sur le côté est-ce qu'on est prêt, et par la suite, il y a un 3e point que j'ai oublié. Donc, en ce qui concerne le développement, je pense que un développement pour un pays comme le Cameroun se pense à la base. Tu as pris l'exemple de la Chine, où tu dis que la trajectoire que la Chine a pris et qui a fait en sorte qu'elle soit aujourd'hui la première puissance économique mondiale, c'est une trajectoire qui a été tracée par Mao Zedong il y a de cela plusieurs années. Si on fait le parallèle avec le Cameroun, on se rappelle que dans les années 60, le Cameroun envoyait du riz en Chine. Le Cameroun il y avait une aide typiquement au Cameroun qui était consacrée à la Chine. Mais sauf qu'aujourd'hui, la Chine nous a tellement dévancé. Pourquoi? Parce que à la base, ceux qui étaient là après les indépendances n'ont pas eu une réelle vision pour le Cameroun, une vision lointaine. Par exemple, si tu prends le cas de la Chine, on a pensé que dans 50 ans, on voudrait être à tel niveau.
Mais quand on voit comment est-ce que les choses se sont passées au Cameroun, on se rend compte qu'en fait, les gens ont passé leur temps à improviser pendant tous les 60 ans jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont passé leur temps à improviser. C'est le cas à tous les domaines, sur le plan infrastructurel, sur le plan économique. Non seulement on a subi l'effet de la colonisation qui a imposé un certain nombre de choses, et au-delà de ça, on ne s'est pas assis dessus et on a essayé de créer quelque chose qui nous est propre. On n'a pas essayé de penser que, par exemple, sur le plan académique, on aimerait que dans 50 ans, on soit plus en train de lire Platon dans nos lycées. On n'a pas pensé que dans 50 ans, il faudrait que toutes les grandes capitales du Cameroun soient reliées. Toutes les grandes, on va dire quoi, les villes principales du Cameroun soient reliées. On n'a pas pensé que peut-être dans 50 ans, il faudrait que, au moins dans un domaine qui concerne les ressources minières du Cameroun, sachant qu'on a un grand potentiel, on n'a pas pensé que dans 50 ans, il faudrait qu'on soit capable de transformer nos propres ressources minières et de commercialiser. Parce que si on prend le cas, par exemple, de Dubaï, les Émirats Arabes Unis, leur seule ressource, c'est le pétrole. Ils se sont retrouvés, il y a de cela 50 ans, ils étaient super pauvres. Mais sauf qu'avec la seule ressource qu'ils avaient, ils se sont dit non, il faut qu'on soit un Eldorado à l'horizon peut-être de 20 ans, 30 ans. Et sur ça, ils se sont basés, ils ont su comment est-ce qu'ils devaient manager leurs ressources dont ils disposaient pour qu'aujourd'hui, tout le monde veut aller à Dubaï. Aujourd'hui, Dubaï est devenu une destination pour tout le monde. Donc en réalité, on n'a pas eu cette vision-là. Ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont administré le Cameroun depuis les années 60, ils n'ont pas eu cette vision-là sur n'importe quel point. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une jeunesse. Ça fait en sorte que même déjà dans les années 2000, on s'est retrouvé avec une jeunesse qui avait pris conscience. Mais sauf que cette jeunesse-là a été réprimée, a été brimée. Et on a lancé une machine de répression qui a fait en sorte que la jeunesse a peur aujourd'hui de réclamer ce qui lui est dû. La jeunesse a peur de prendre la parole, aussi bien sur les réseaux sociaux, en public. Si tu mènes un micro-trottoir au Cameroun, tu vas dans la rue, tu interroges les gens, tu sens qu'il y a un réel mal-être. Les gens vivent mal. Mais en réalité, les gens ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que tu vas dire quelque chose de déplacé. Tu vas dire quelque chose de déplacé le lendemain, ou alors on va venir fermer ton comptoir, ou alors on va venir t'arrêter pour t'amener quelque part. Tu vois? Donc en fait, les gens sont conscients que la situation que tout va mal au Cameroun, mais les gens ont peur. Pourquoi? Parce que depuis les années, quand les gens ont essayé de manifester, les gens ont essayé de prendre la parole, de prendre leurs responsabilités dans la main, on a mis une machine répressive en marche qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens ont peur. Je suis content qu'aujourd'hui, on a la jeunesse quand même qui mène un combat de sensibilisation. Je prends le cas de Junior et peut-être toutes les autres personnes qui mènent ce combat-là. Et moi aussi, j'aimerais m'engager dans ce combat-là, de dire qu'on va essayer de sensibiliser les jeunes comme nous pour que dans 50 ans, qu'on ne soit pas au même degré d'abrutissement qu'on est aujourd'hui. Qu'on n'a pas les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux seulement en train de poster pour poster, mais qu'on ait de la connaissance, qu'on ait de la substance, que sur les réseaux sociaux, quand on tape une image du Cameroun, d'un jeune Camerounais, qu'on ne voit pas seulement quelqu'un avec des bâtons de manioc sur le tour de rein en train de danser, mais qu'on voit quelqu'un qui a créé quelque chose. Donc, je suis vraiment content qu'il y ait cette dynamique-ci. Sur le deuxième point, est-ce qu'on est prêt pour le changement? En réalité, c'est que beaucoup de gens... Alors, je suis d'accord sur le point où on dit on a envie du changement, mais en réalité on n'est pas prêt. Je vais mettre des arguments dessus. On n'est pas prêt. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un termine le lycée, il obtient son baccalauréat et qu'il décide de faire un concours au Cameroun, qu'est-ce que la personne s'est dit? Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un s'est dit bon, je vais étudier et puis je vais aller tenter le concours? Pour la majorité des cas, est-ce que vraiment se poser cette question-là? Ou alors, on va dire qu'il y a ceux qui se posent réellement cette question-là, c'est les gens qui n'ont pas les moyens. Parce que quand tu as les moyens réellement au Cameroun, quand tu as les contacts au Cameroun, tu n'as pas besoin de trop te casser parce que derrière, au-delà du fait que tu étudies un peu, tu t'en vas composer, mais il y a des négociations, beaucoup d'autres négociations qui se font derrière. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas un système qui prône la méritocratie. Donc, les gens qui partent vraiment postuler dans un concours ne partent pas au même niveau
ne partent pas réellement au même niveau. Pourquoi? Parce que derrière, il y a quelqu'un qui a, dont les parents sont capables de débourser 500 000 francs pour lui faciliter la tâche pour qu'il ait sa place dans la liste définitive. Tandis que l'autre personne qui, bien qu'étant intelligent, a passé des années, des mois et des mois à préparer ce concours-là, il arrive, même si il passe, son nom ne sortira pas. Pourquoi? Parce que sa place a été remplacée. Et ce pourquoi? Parce que les parents, ceux-là qui sont capables de débourser cet argent-là, ils pensent faire plaisir à leurs enfants, mais en réalité, ça démontre qu'en réalité, toi, tu auras toujours une longueur d'avance sur les autres. Pas parce que tu mérites cette longueur d'avance-là, mais parce que moi, je mettrai les moyens devant. Donc, c'est pas un réel message. Parce que si on a un réel changement du jour au lendemain, ça fait en sorte que ces différentes facilités que les gens ont aujourd'hui là, ben, ça sera fermé. Ça sera fermé. Je parle de la corruption à tous les échelles, ça sera fermé. Et ça va créer une nouvelle vague d'opposants qui vont faire en sorte que peut-être tu vas voir certains mangeoires seront fermés. Et ça va, les gens sont capables de mettre le Cameroun à feu et à sang parce qu'on les coupe les vivres de ce point de vue-là. Donc, certains Camerounais ne sont pas prêts pour le changement parce qu'ils bénéficient de la situation chaotique qui prévaut actuellement. Ceux qui ont toujours été, qui ont décidé de se battre, de se battre bec et ongle pour obtenir leur mange-pain. Ceux-là, en réalité, même s'ils ne prennent pas la parole, ils sont prêts pour le changement. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont toujours eu à se battre, qui ont toujours eu à mériter chaque chose qu'ils ont eu dans leur vie, de mon point de vue. Mais ceux qui ont toujours bénéficié du système, qui ont passé le temps à payer pour obtenir quoi que ce soit, ceux-là ne sont pas prêts. Pourquoi? Parce que quand le changement va arriver, ces choses-là, ce sont les choses qui devront changer et ça ne plaira pas à tout le monde. Donc, pour le point de vue du développement, on manque des visions et il faut que nous aussi, la jeunesse, on ait, voilà, qu'on ne pense plus du jour au jour. Même en ce qui concerne le changement, là, il ne faut pas qu'on se dise que bon, aujourd'hui, parce qu'on s'élève, on espère que en 2025, tout va changer. En réalité, c'est un combat qu'on doit mener jour et jour. Donc, que même si ça ne marche pas en 2025, qu'on ne se décourage pas, mais qu'on se dise que aux prochaines échéances, il faut qu'on ait une grande participation de la jeunesse, qu'on ait une jeunesse beaucoup plus consciente, qui est capable vraiment de parler, de s'exprimer sur les problématiques, sur des problématiques qui nous tiennent à cœur, sur des problématiques dont dépend notre suivi, notre développement. Qu'on ait des jeunes qui se sont accaparés un peu plus la parole sur l'espace public, qui sont un peu plus conscients, qui sont capables de mettre de la substance en avant, plutôt que de dire non, je ne veux pas, mais sans rien mettre en avant. Donc, il faut que aujourd'hui, qu'on se dise vraiment que si ça ne marche pas en 2025, s'il n'y a pas de changement, ce n'est pas grave. Mais il faut qu'on se dise, dans 20 ans, il ne faut plus qu'on ait la même jeunesse qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut que chaque personne, chaque jeune qui est un peu conscient de la situation actuelle et qui est conscient du fait qu'on ne peut pas se développer sans la jeunesse, il faut qu'on y tire d'autres personnes derrière soi. J'ai fait une vidéo récemment où je me disais que bon, on compte beaucoup sur les leaders. On s'est dit non, il y a un parti providentiel qui va venir changer le Cameroun. Mais en réalité, c'est que chaque jeune aujourd'hui qui est conscient de la situation du Cameroun doit être un leader dans le milieu où il se trouve, doit être un leader par rapport aux personnes avec qui il côtoie. Parce qu'en réalité, si on est tous conscients du fait que le Cameroun a besoin de changement, et on est tous conscients que il y a telle chose qui doit changer, il faut qu'on tire les jeunes, il faut qu'on conscientise, il faut que chaque personne d'entre nous mène ce combat de conscientisation là autour de lui pour que les masses augmentent, pour que les masses de personnes qui sont conscientes augmentent. Parce que si on se dit bon, je compte sur un leader et je me limite à ça, mais non, ce leader-là, lui, il a travaillé pour que nous, on soit en train de le suivre. Il faut que nous aussi, de manière individuelle, qu'on travaille pour que d'autres personnes puissent nous suivre et par ricochet suivre les leaders dont on suit. Donc, en réalité, c'est un travail de chaîne qu'on doit mettre en marche. Ça doit commencer aujourd'hui, mais il ne faut pas que ça s'arrête parce qu'à partir du moment où ça s'arrête, on va tendre dans une courbe descendante et ça sera un bonjour à tout type de perversion, à tout type de conneries encore. En ce qui concerne la jeunesse. Bon, ça c'est ce que j'ai à dire sur ces deux principales problématiques. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais voilà. Junior, s'il te plaît, je voulais un peu encore ajouter quelque chose là.
s'il te plaît. Par rapport à ce que Stéphane, par rapport aux arguments de Stéphane, oui, c'est vrai tout ça. Mais moi personnellement, j'ai une question à vous poser. On n'a pas, pour moi, je pense toujours que on n'a pas besoin d'entrer en politique pour changer les choses. C'est le constat malheureusement que j'ai souvent fait avec certains politiciens, même de l'opposition Cameroun, parce que on vit sur une politique. Il y a monsieur qui dit que l'homme politique pense aux prochaines élections. Un homme politique pense aux prochaines élections. Par contre, un homme d'État pense aux générations futures. Et moi, je veux vous dire comment on a seulement des politiciens. On n'a pas, parce que ça, il faut aussi comprendre ça. On n'a pas d'hommes d'État. S'il y en a même, ils sont rares. On peut me les compter au bout du doigt. On a seulement des politiciens, mais on n'a pas d'hommes d'État. Mais maintenant, je veux aussi ajouter que la politique n'est pas... Oui, tout est politique à la base, parce que tout est régi sur la politique, oui. Mais la politique, ça veut dire la politique dans la mesure où on cherche la conquête du pouvoir n'est pas toujours le seul moyen pour venir changer les choses. Le Cameroun, tous les Camerounais ont besoin de ce qu'on appelle une dopamine de mindset. Ça veut dire on ouvre la tête, on l'a, c'est façon de parler. Ça veut dire il faudrait reprogrammer même d'abord le mindset de tous les Camerounais. Il y a d'abord ça. Ça veut dire les mots comme corruption, comme soit choco, tout ça là, sont d'avoir des termes qu'il faut bannir. Et je veux vous encourager quelque chose. Ça veut dire qu'il y a certains pays où les concours n'existent pas. Les concours n'existent pas. Je vais vous prendre peut-être un cas particulier dans le pays où je vis. Parce que aussi, ça, notre système éducatif encore trop en arrière. Ah non, frérot, tu abuses quand même. Moi, c'est ok, mon frère, ok, ça va. Mon frère, désolé, je comprends. Ok, merci, ça fait un plaisir. Les gars, merci, ok, merci. Vas-y, politique. Pardon. Ok, pour revenir à la question de la monnaie. Ouais. Il faut savoir que le Cameroun, en termes de choix politique, on exporte les produits à forte valeur d'appauvrissement, plus que la monnaie, qui est un joug colonial. Et pour revenir à une deuxième question, je pense qu'on n'est pas prêt. Et pour répondre à celle qui me posait la question en commentaire, je ne sais pas trop qui c'est, pourquoi je parle de valeur, parce que je pense que au-delà de tout, des potentialités économiques sur les questions des valeurs humaines, je pense que la politique, apparemment, il y a les problèmes de connexion en politique. La parole. On n'entend pas bien. Pourquoi tous ceux qui sont en face, là, les problèmes de connexion? Hier, il y avait une amie qui était sur le panel aussi, elle avait les problèmes de connexion. C'est bon là ou pas? En tout cas, on va revenir politique. Hier, il y avait une amie à moi qui était sur le panel. Elle est en France. Souvent, Orange dérange aussi. Souvent, après ça. Ah, ok. Ok, on va écouter Culturaté en attendant que politique arrive. Parce que j'ai retenu beaucoup ce que Stéphane a dit. On va revenir là-dessus. Vas-y, Culturaté. Est-ce que selon toi, les Camerounais sont... Déjà, j'aimerais dire que premièrement, il est bon de se poser les questions. Et quand on se questionne et on essaye de trouver les réponses, ou on essaye de trouver des solutions par rapport aux questions et aux problèmes qui se posent. Donc, je vais poser des questions aux intervenants qui ont intervenu avant moi.
Je vais leur demander comment peut-on avoir une vision d'un pays où il n'y a pas d'indépendance. Donc, quand tu n'es pas indépendant, comment peux-tu avoir une vision? Ok, on va revenir politique. Tu vas finir d'abord. On va revenir politique. C'est la première question. Okay. Et ça, c'est la première question. J'espère que vous allez répondre à cette question, s'il vous plaît. Vas-y, repose la question un peu, puis tu vas dire. Il n'y a pas saisi. Comment avoir une vision quand on n'a pas d'indépendance, quand on n'est pas indépendant? Parce que là, j'ai l'impression que vous faites des analyses sur un pays indépendant. Mais depuis 1960, nous sommes indépendants. Non, on n'est pas. Arrête. Ça y est, est-ce que je me fais entendre maintenant? On va revenir politique. On a d'abord passé la parole à Culture. Dès que fini, tu vas reprendre la parole. Okay. Et la deuxième question, quand on parle de vision, et la deuxième question, elle est pour toi, Junior. Selon toi qui vis au pays, hein, est-ce qu'il y a-t-il des hommes de vision, des hommes d'État, comme l'a dit tout à l'heure Majima, qu'il faut des hommes d'État. Y a-t-il un homme d'État avec une vision? Pas un, parce qu'on est 30 millions, plus de 30 millions d'habitants d'État. Selon toi, qui observe de près la vie politique, la vie administrative du Cameroun, la vie sociétale du Cameroun, qui l'observe, y a-t-il des hommes d'État, des hommes avec une vision pour cette émergence tant promis par nos dirigeants actuels au Cameroun? Bon, la question qui est... de la jeunesse, hein, sans parler de la jeunesse, parce qu'on va arriver sur le cas de la jeunesse que nous sommes. Alors, je vais essayer de reformuler la question pour essayer de savoir si j'ai bien saisi. Alors, tu aimerais savoir si, selon moi, ici au Cameroun, il selon tes observations, puisque tu es plus près que nous autres. Bon, peut-être que je n'ai pas bien saisi la question. C'est bien dit. Je vais reformuler. Selon toi, qui suis la politique de plus près, la politique locale, donc que ce soit la politique locale, parce qu'à l'international, je crois que la plupart de nous qui nous informons, on est au courant peut-être de la politique internationale de notre pays, mais la politique locale, avec des hommes d'État de vision. Y a-t-il des hommes d'État, y a-t-il des hommes qui sortent du lot, des Camerounais qui sortent du lot, qui ont une vision, parce que les co-panélistes tout à l'heure on met beaucoup l'accent sur la vision. Il nous faut quelqu'un avec une vision de l'émergence du développement, comme on parle de développement depuis tout à l'heure. Est-ce que au Cameroun, un jeune peut se lever un matin comme toi, identifier que voilà un homme d'État, voilà un politicien qui a une vision pour nous? Alors, bon, pour répondre à cette question, déjà, moi, je vais commencer par une chose que Stéphane a énumérée plus tôt. Il a parlé de la méritocratie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un système où il y a des gens qui sont arrivés. D'aucuns sont arrivés par reconnaissance. Il y a vu un ministre à la télé dit qu'aujourd'hui, moi, je suis ministre parce que j'ai aidé le président à gagner les élections. Il m'a récompensé. Alors là, il y a le premier problème. Il n'est pas là parce que par méritocratie, nous touchons le bon. Il n'est pas méritocratie de l'ordre de petit quoi. On appelle ça quoi? À la poste électorale là. Aidez-moi avec les mots bons. Voilà la campagne électorale, oui, t'ai aidé à faire la campagne électorale, comme tu as gagné aujourd'hui, tu me récompenses. Vous voyez? C'est ça le problème aujourd'hui. Notre système est rempli aujourd'hui. Vous allez voir la majorité des names aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui est entré là-bas. On a des sous-préfets qui sont là-bas aujourd'hui parce qu'ils ont des gens. C'est pour ça que je reviens à ce que Stéphane a dit, il y a un problème de méritocratie. Nombreux sont assis on est comme toute administration, hein.
on a des administrateurs. Le ministre est l'autorité politique. Donc, il est là pour certaines décisions, pour imposer sa signature sur certaines décisions, sur certains trucs dont il porte la charge. Mais on a des administrateurs, sont-ils compétents ou incompétents? Ça, c'est un autre sujet. Justement, je commençais par là pour répondre à ta question. C'est pour dire quoi? Vous allez voir aujourd'hui des gens comme ça. Quand ils savent qu'ils ne connaissent pas beaucoup, alors si à côté d'eux il y a des intellectuels, parce qu'ils sont nombreux, si à côté d'eux il y a des intellectuels qui veulent peut-être leur dire que non, ici tu aurais dû faire comme ça, ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils sont nombreux comme ça dans le gouvernement. Alors, pour savoir s'il y a des hommes aujourd'hui qui ont la vision, moi je pense que je pourrais même citer peut-être 3 personnes, selon moi. 3 personnes. Oui, il y a, premièrement, d'abord, il y a le professeur Baïbek. Je pense que c'est le docteur Baïbek. Pourquoi moi je le dis lui? Parce que c'est un homme que, c'est vrai, on dit qu'il est insolent et tout. Mais il y a une chose que moi j'aime sur lui, c'est quoi? Il n'aime pas le faux. Il n'aime pas le faux. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, il te dit que c'est pas bon. Quand tu mens, il te dit devant toi que tu mens. C'est ça. C'est-à-dire c'est vraiment une vision. Il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Ce qui est vrai, il faut accepter ce qui est vrai. C'est pour ça moi je sais que le professeur Baïbek, c'est quand même quelqu'un qui, malgré ses interactions et tout, sur les panels et tout, c'est quand même quelqu'un qui prône la vérité. Alors après lui au moins il y a le professeur Maurice Kamto. Pourquoi je dis le professeur Maurice Kamto? Parce que, bon, il s'est sorti et tout, depuis 2018 et tout, c'est quand même grâce à lui que on a vu les deux aujourd'hui sont beaucoup plus sur la toile. Il a éveillé les consciences en fait. Bon, après le professeur Maurice Kamto, moi j'ai mon papa Antonina, je ne le connaissais pas avant, mais c'est récemment que je l'ai connu. Bon, peut-être vous ne le connaissez pas, mais sans vous mentir, oui, justement. Moi, je ne le connaissais pas avant, mais je venais de le connaître. C'est réellement un papa. C'est un papa qui a beaucoup de la vision. Je cause avec lui chaque fois. Il me dit beaucoup de choses. Bon, selon ce que moi je connais de lui. Donc, c'est un peu ça. Selon moi, voilà les 3 personnes. Mais il y a quand même des hommes d'État, mais qui ne font pas partie du système. Parce qu'il faut faire ces différences. Ils ont quand même la vision. Bon, peut-être il y en a d'autres. Non, là, au moins, là, tu as répondu à la question. Et maintenant, je voudrais savoir comment peut-on avoir une vision ou mettre en pratique sa vision dans un pays qui n'est pas indépendant? Parce que tu me dis, là, on a l'indépendance depuis les années 60. Je crois que l'indépendance, vous confondez l'indépendance factique que l'on a eue. Et je crois que ton professeur, le monsieur Kamto l'a dit l'autre jour. J'ai vu une vidéo où il a parlé de un cultivateur. Ouais. Oui. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je crois que tu parles du néocolonialisme. Non, je parle de... Comment est-ce qu'on peut On n'est pas indépendant. Se développer alors que nous sommes... Je parle de l'indépendant effectif, réel, réclamé par les leaders, les investisseurs comme Oumiobe, l'indépendant. C'est ça. Voilà, pas l'indépendant factif. Cultivateur. Désolé. Je comprends, c'est pour ça que j'ai commencé par dire il y a des gens qui sont arrivés là où ils sont. Ils ne veulent pas y être là-bas, tu vois. Oui, tu as compris un peu où je vais en venir, donc tu as compris. Okay. En fait, on a le même système que, bon, à peu près, hein, je ne sais pas, peut-être Bia, il est quand même assez malin, il a modifié certaines choses, mais on a le même système qu'à la veille quand on a dit à Igor que tu es président. Ça veut dire qu'avec le mécanisme occidental, la gouvernance qui gouvernait avant occidentale, pareil. Ça, c'est pas de l'indépendance. L'affaire de vision, je ne vois pas trop le lien entre la vision et l'indépendance. Bon. Si tu peux me permettre. Oui, si tu me permets, l'indépendance, c'est quelque chose qui est très général, tu vois.
Comme là, on parle à l'échelle d'une nation, tu parles d'indépendance à l'échelle d'une nation. Et même si on parle à l'échelle d'une nation, on est indépendant, même si c'est une indépendance que tu estimes aujourd'hui, qui est une indépendance sur papier. Mais c'est déjà une indépendance parce que c'est beaucoup mieux que l'État colonial qu'on était avant, tu vois. Donc ça veut dire que avec cette indépendance sur papier que tu estimes qui n'est pas totale, on a quand même une certaine marge. Attends. Laisse-moi aller jusqu'au bout, pardon. Après tu pourras réagir. On a quand même une marge de manœuvre. Il y a quand même des choses qu'on est capable de faire. On n'est pas capable de tout faire, tu vois, avec l'indépendance, le type d'indépendance qu'on a aujourd'hui. Mais on a